Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Iseult Turan, porte-parole, et j'ai avec moi aujourd'hui Anne Tromby, présidente. Anne Tromby, bonjour. Bonjour à tous. Alors, pour aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui nous est cher, qui est la question de l'autonomie. C'est un thème sur lequel on travaille depuis déjà fort longtemps, mais qui nous a semblé particulièrement d'actualité avec la crise des Gilets jaunes. Durant cette crise, le premier mot d'ordre qui avait été donné était la thématique du « on bloque tout ». Et on a pu voir que ce mot d'ordre avait été facteur de stress et que les gens se sont rendus compte de leur absence d'autonomie et de leur dépendance à l'État. Alors cette prise de conscience, elle est à la fois directe et indirecte. On s'est rendu compte à la fois que c'était un mot d'ordre qui pouvait fonctionner, avec des propositions de blocage, de retirer d'argent des banques, de blocage des stations essence, de différents points énergétiques, des ports par exemple, qui n'ont jamais pris forme réellement sur le terrain. C'est un coût qui est trop lourd pour les personnes à assumer. C'est-à-dire que on se rend compte, quand on fait des propositions comme ça, à quel point on est dépendant de différents systèmes d'organisation. Le premier auquel on peut penser, c'est sans doute l'organisation de l'énergie. En effet, puisque le premier débarrage du « on bloque tout » avait été vraiment lié à cette question-là, et c'est un mot d'ordre politique qui fonctionne. Il y avait cette question du diesel qui a quand même mis le feu aux poudres pour la crise des Gilets jaunes, puisque c'était en réaction à la hausse prévue du carburant, de prix du carburant, que les manifestations et les blocages de ronds-points avaient commencé. Mais notre dépendance énergétique, elle est beaucoup plus large que ça, puisque pour avoir un foyer considéré comme salubre, il faut être relié à un réseau d'électricité, quand bien même on aurait la capacité, avec des panneaux solaires, des éoliennes, peu importe, de produire sa propre énergie. Quand on produit sa propre énergie, on doit être relié au réseau, on revend sa propre énergie à EDF, et on en rachète par la suite. Par ailleurs, une maison, pour être considérée habitable, est également obligée d'être reliée au réseau d'eau. Un deuxième point, système d'organisation duquel on est particulièrement dépendant, c'est aussi le système bancaire. Puisqu'à l'heure actuelle, on a besoin d'une identité bancaire pour pouvoir être payé, pour pouvoir exister en fait administrativement, soyons clairs. Et puis c'est surtout que aujourd'hui, plus personne n'envisage ses relations à l'autre sans système bancaire. Qu'il s'agisse de projets d'avenir comme le fait de construire une maison, de monter une société, ou tout simplement le simple paiement, on n'envisage plus nos relations commerciales en dehors de ce système bancaire. Mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de projets, c'est une petite parenthèse, mais dans les dernières années, les possibilités de paiement en liquide ont été extrêmement réduites, puisqu'on n'a plus le droit légalement de payer certaines sommes en liquide, et les grosses coupures de liquide commencent à être enlevées de la circulation, notamment parce que l'argent liquide est un moyen privilégié pour regagner une certaine autonomie. Alors, on s'est régulièrement présenté de la manière inverse en disant bah oui, l'argent liquide c'est aussi un moyen de faire du black, c'est aussi un moyen de détourner de l'argent, mais c'est avant tout un moyen pour se libérer des intermédiaires commerciaux et obtenir service contre paiement directement sans passer par les taxes, sans passer par un service bancaire, etc., etc. Et donc on l'a vu au moment du « on bloque tout », qu'il s'agisse de la manière dont ils avaient envisagé de bloquer l'énergie ou même la façon dont les manifestations se sont déroulées, on s'est retrouvé en fait avec une inquiétude bancaire, les banques étaient fermées le samedi. Là, on a bien vu aussi les réactions de la part du gouvernement à l'égard de ces deux points-là. Les manifestations des Gilets jaunes ont aujourd'hui un impact sur le PIB français. Très clairement, la dernière déclaration de Castaner en date, il me semble que c'était pour se vanter d'avoir plus de 1800 arrestations au compteur pendant les manifestations des Gilets jaunes. C'est clairement un message de réassurance à la bourse, aux investisseurs, pour leur dire attendez, c'est bon, on a tout en main. On a le contrôle, on n'est pas bloqué quoi, finalement. Et puis ensuite, on est très dépendant aussi de tout ce qui va être les réseaux alimentaires, de l'alimentation, c'est-à-dire tous ces flux de camions qui apportent des denrées vers les villes. Ça a été aussi assez prégnant pendant la crise des Gilets jaunes, puisque dans certains endroits, donc il y a des livraisons qui ont été délayées à cause de blocages de camions. Donc ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement dépendant dans la mesure où on achète à l'heure actuelle la plupart de son alimentation dans un supermarché ou dans les commerces locaux. On la cueille pas dans son jardin. Non seulement on l'accueille pas dans son jardin, mais on n'a pas de relation avec le producteur. En somme, pour manger, on a besoin d'un camion. Que quelqu'un
nous apporte des denrées qui viennent d'un endroit qui est trop distant pour qu'on puisse s'y rendre soi-même à pied en cas de problème. Et quand le moteur des Gilets jaunes a été on bloque tout, le premier réflexe des gens vivant dans les villes des urbains a été avant tout de vider, de faire le plein de courses et de vider les rayons des supermarchés. Et là, on sentait bien du coup le facteur de stress, cette idée d'être parfaitement dépendant de ce réseau de flux et que si jamais il venait à être coupé et à se tarir, il n'y aurait plus les denrées. Et je te confirme que les supermarchés ont été vidés aussi dans certaines zones rurales. On se ruait sur certains stocks alimentaires. Il y a une autre chose dont on est particulièrement dépendant, auquel on est particulièrement dépendant, c'est tout ce qui va être le système médical, l'approvisionnement en médicaments. Bah, par ailleurs, il y a eu des cas d'ambulances qui ont été bloqués, de médecins qui se sont énervés pendant les blocages de ronds-points. C'est peut-être un problème qui devient d'autant plus d'actualité, qui est comme une grosse désertification à l'heure actuelle. On parle beaucoup de fermeture de maternité, mais c'est aussi des fermetures de services entiers dans les hôpitaux. Par ailleurs, on est aussi dans un système qui dépend du médical beaucoup plus que des problèmes de santé, dans la mesure où, par exemple, pour justifier une absence à l'école, au travail, etc., on nous demande quand même un certificat médical. Donc, même quand on a la possibilité de se soigner, même quand c'est un rhume pas très grave, le passage chez le médecin devient quelque chose d'assez incontournable pour avoir des autorisations, pour s'inscrire en crèche, pour s'inscrire à l'école, etc., etc. Il y en a peut-être un dernier aussi, qu'on n'a pas mentionné, qui serait la dépendance au système éducatif actuel. Beaucoup de lois sont passées dernièrement sur l'école de la confiance, l'école républicaine, les valeurs républicaines à l'école. En France, à l'heure actuelle, c'est un problème très français, on est focalisé sur l'école laïque obligatoire et l'instruction ne semble pouvoir passer que par ce biais. Les lois tendent à renforcer cette hégémonie de l'éducation nationale avec des contrôles de plus en plus drastiques sur les écoles hors contrat, sur l'instruction en famille. Mais l'absence d'autonomie en termes d'éducation, elle dépasse largement cette question-là, puisque avec une technicisation telle des savoirs qu'on a aujourd'hui, une personne à l'heure actuelle est de moins en moins en mesure de contrôler et de participer à la fabrication de chaque étape d'un objet. Regarde, la plupart des objets du quotidien qu'on achète sont faits à la chaîne et dans l'usine, personne ne maîtrise l'intégralité de la fabrication. Chacun maîtrise une partie de la fabrication. Et ça se voit à l'échelle nationale. Tous les pays européens dépendent des uns des autres pour chaque machine. Je veux dire, aucun pays européen n'est en mesure de fabriquer une fusée complète. Il y a une mentalité de la spécialisation et on la voit jusque dans les humanités. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement la comprendre dans des domaines scientifiques avec des technologies de pointe qui nécessitent énormément de connaissances. On n'a plus ces philosophes, mathématiciens et médecins de l'Antiquité. Les savoirs sont techniciens, très précis, très pointus, sans aucune vue d'ensemble, ce qui empêche l'autonomie, parce que justement, on n'a pas de vue globale, donc on est interdépendants les uns des autres, mais pas dans un sens de collaboration bénéfique, mais en fait dans un sens d'isolement. On assiste à une spécialisation de plus en plus pointue des savoirs. Et donc cette liste de dépendances qu'on vient de citer, elle est renforcée par l'atomisation sociale et le caractère d'isolement, c'est-à-dire que face à justement une crise type gilet jaune du on bloque tout, eh bien chacun est un peu livré à lui-même, isolé, seul, et va devoir faire face à la difficulté qui arrive, c'est-à-dire à ces réseaux de flux qui sont soudainement coupés, et donc il va devoir trouver les stocks de nourriture suffisants à la seconde, etc. Et donc il y a un vrai isolement qui s'ajoute finalement à cette dépendance. Il y a une dissolution des communautés organiques traditionnelles, que sont pour aller du plus petit au plus large, avec quand même la multiplication du taux de divorce, le nombre de familles monoparentales. Il y a une dissolution nette de la cellule familiale. Par ailleurs, par rapport à une cellule familiale élargie, il y a un éclatement géographique qui fait qu'on ne peut pas compter sur ses proches, parce qu'avec toute leur bonne volonté, quand on a un frère qui habite à Paris, une sœur qui habite à Nancy et ses parents à Montpellier, c'est compliqué de faire appel aux solidarités familiales. Et quand par ailleurs, soi-même, dès qu'on change de travail, on change de ville, ça complique encore la donne. Ça reste un problème limité à certaines sphères de la société, mais qui s'étend de plus en plus largement. De même, les solidarités naturelles que pouvait être la paroisse ou le quartier sont de plus en plus réduites à néant, de par cette mobilité, mais aussi parce que il y a des occasions de sociabilité qu'on avait avant, notamment évidemment le calendrier religieux, mais en plus les fêtes populaires aussi qui soudaient les gens, qui permettaient aux gens d'un village, d'un quartier de se rencontrer, n'existent plus.
Maintenant, on va faire la fête à 1 heure de chez soi parce que c'est un endroit très à la mode et pas parce que c'est la fête du blé dans son village. Et alors ces fêtes que tu mentionnes à très juste titre, elles avaient pour objectif de se rencontrer, mais pour des services très très communs. Par exemple, quelque chose de très basique, mais on s'est tous retrouvés dans cette situation, ça va être un enfant malade un jour, eh bien oui, mais je n'ai personne pour le faire garder, donc je suis obligée de passer par une institution quelconque, ou d'avoir un arrêt de travail par un médecin, donc repasser par l'institution médicale pour pouvoir m'arrêter. On est face finalement à ces systèmes de dépendance, et c'est sur des petites choses comme ça qu'on voit finalement la perte d'autonomie individuelle et à la fois collective. C'est normal que la société organise un certain nombre de structures. La question qui devient de plus en plus urgente à l'heure actuelle, parce qu'on est entièrement dépendant à tous les niveaux, et parce qu'il ne s'agit plus de résoudre des difficultés occasionnelles ou de rétablir une égalité pour personne, par exemple une femme qui a pas de système de garde, qui a pas de proches. C'est la loi générale pour tous. C'est le mode de vie qu'on impose à tous. N'importe quel service qu'on peut rendre à quelqu'un, ça peut être un service contre un service, mais dès lors qu'il y a transaction d'argent, c'est considéré par l'administration fiscale comme travail au noir. Exactement. Voilà. Ou alors, sinon, ça fait appel, de ce fait, si on passe pas par le travail au noir, à ce moment-là, ça va être des prestations de services avec imposition, etc. Donc là, on rentre de nouveau dans la sphère bancaire dont on est dépendante et de son corollaire que va être tout ce qui est la taxation et la fiscalité étatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire, en fait, entre le troc ou la banque. Exactement. Alors peut-être qu'on va pouvoir aborder la suite, c'est comment on en est arrivé là et qui sont les grands coupables de cette situation. Comment on est arrivé à un tel niveau de dépendance et presque d'aliénation de l'humain. Alors je pense qu'on peut y voir plusieurs causes, évidemment. Il va y avoir celle de la mondialisation des échanges et la financiarisation. Ça, c'est des choses qui nous tiennent très à cœur comme causalité, finalement, de ce système de dépendance. Parce que ce sont des systèmes d'organisation qui éloignent en permanence les personnes du réel, du concret. C'est-à-dire qu'il va y avoir sans cesse une distorsion, un jeu de miroir, un jeu de reflets, un éloignement entre les flux financiers qui n'existent pas, qui sont complètement presque imaginaires, et la réalité concrète des gens. C'est des écritures numériques, rien de plus. Hein. Non mais c'est la bande-son de Matrix qui défile, typiquement, et qui va impacter directement le cours du blé, quoi. On parle d'autonomie, on parlera de solutions, on parlera de crises potentielles dans lesquelles on va essayer de retrouver son autonomie. La financiarisation de l'économie, c'est quand même un truc qui, le jour où il y a un bug informatique, disparaît du jour au lendemain. Sans ordinateur, plus d'économie contemporaine. Et puis, de même, on a abordé juste avant la mondialisation des échanges, ça, c'est cette idée que un grain de blé va parcourir 4 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans une assiette. Ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est complètement hallucinant et qui prive totalement une économie locale de réalité. On n'a plus d'économie locale aujourd'hui. En passant artificiellement par un marché financier par ailleurs. Non seulement le petit grain de blé, il va être produit en Europe de l'Est, va peut-être passer par une usine chinoise pour devenir un super tapioca avant de revenir dans nos assiettes, mais de surcroît, son prix va être déterminé par des marchés financiers qui, on le sait quand même, font l'objet d'énormes spéculations. Et là-dedans, le rôle de l'État est pas anodin, puisque l'État va jouer à la fois l'arbitre et va organiser ça, va organiser ces flux. Et c'est pas parce qu'on a une perception aujourd'hui d'échanges très libéraux, très mondialisés, ce libéralisme des échanges, ce libéralisme de la finance, ces flux qui bougeraient tout seuls avec la main d'Adam Smith, ne peuvent exister que parce qu'on a un État qui accepte, qui régule, qui encourage ou qui amoindrit les effets. Et l'État est régulateur. Quelle que soit l'orientation que prend l'État, c'est-à-dire nécessite un rôle très spécifique de l'État comme régulateur, comme architecte, comme peut-être horloger, je ne sais pas, qui est très spécifique au capitalisme finalement. La question en fait là-dedans c'est simplement quel rôle va jouer l'État par rapport au capital, mais il en a toujours un à jouer. Et entendons-nous bien, le rôle de cet État dont on parle là, de cet État régulateur et de sa mesure de régulation, donc plus ou moins importante, traverse tous les courants de pensée. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se dit libéral que l'État n'a pas un caractère régulateur, c'est pas parce qu'on se dit communiste qu'il ne joue pas un rôle dans le capitalisme, enfin, dans la manière de la gestion du capital. Or, il y a d'autres manières de penser l'État,
dans justement l'autonomie des personnes. On a eu des systèmes d'organisation comme l'État féodal à d'autres périodes de l'histoire. C'en est une, mais il peut y en avoir d'autres. Il y a des organisations claniques qui sont encore bien réelles sur certains continents, qui l'ont été chez nous. On peut penser qu'elles sont passées, mais ce sont des exemples d'autres organisations possibles. Après, quelque chose qui est important aussi dans ce rôle qu'a l'État, dans ce rôle qu'a le capital et le positionnement de l'un par rapport à l'autre, c'est que malgré tout, il y a une forme d'anthropologie, il y a peut-être un point commun à l'anthropologie qui sous-tend ces différents systèmes. Il y a une anthropologie du contrat social. Qui suppose toujours que dans ces modèles de société-là, en fait, on présuppose un individu libre, autonome, qui décide en fait librement de son entrée en société, de ce qu'il accepte de céder à l'État en échange de son petit confort, bonheur personnel, etc. Donc là, on a aussi une autre cause qui se dessine, c'est une certaine forme d'individualisme moderne. L'homme est pensé de façon isolée, il est pensé de façon très théorique, en dehors de tout rapport social réel. Et puis de toute réalité. C'est-à-dire qu'on est tous d'un père et d'une mère, et ça c'est même une réalité qu'on est en train de perdre aujourd'hui, c'est dire à quel point cette anthropologie et cette perception philosophique nous a complètement gangrénés. C'est-à-dire qu'on perd la réalité de ce que c'est qu'un être humain. Un être humain naît d'un père, d'une mère, qui sont eux-mêmes nés d'un père et d'une mère, et il aura des enfants. Une dernière cause évidente de cette perte d'autonomie, de cette dépendance croissante qu'on constate aujourd'hui et qu'on est en train d'essayer d'expliquer, c'est la pensée féministe. Parce qu'à l'époque où tout ce dont on vient de parler se met en place, à grande échelle, au milieu du XXe siècle, c'est aussi l'émergence de la deuxième vague du féminisme qu'on date à la fin des années 60 avec des ouvrages comme Le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, 1963, ou celui de Betty Friedan aux États-Unis, The Feminine Mystique. Donc la première vague de féministes s'était concentrée sur la question de l'égalité des droits, avec notamment tous les combats pour l'obtention du droit de vote des femmes. La deuxième vague de féminisme, elle va étendre la réflexion à des questions comme la sexualité, la famille ou le travail, avec des revendications qu'on connaît, comme la libération sexuelle, le droit à l'avortement, ou encore les questions d'égalité salariale et d'accès aux femmes au monde du travail. Donc cette entrée massive des femmes sur le monde du travail, dans le monde du travail, elle est donc favorisée, elle est demandée par les féministes, et par ailleurs, elle est assez nécessaire au capitalisme à ce moment-là, pour étendre à la fois le nombre de personnes qui travaillent, donc qui produisent, mais aussi le nombre de personnes qui ont un salaire et donc qui consomment. Donc tout converge pour une entrée massive des femmes sur le monde du travail, avec un travail des femmes qui est plus du tout de la même nature que ce qu'on avait pu connaître aux époques précédentes, avec des femmes qui travaillaient, en fait, qui aidaient leur mari dans des boutiques ou qui étaient artisans, qui étaient lavandières, donc qui étaient dans des métiers où elles étaient quand même plus proches du foyer et avec un cadre beaucoup moins strict que celui du salariat, avec son rythme imposé. Et c'est sa localisation souvent éloignée du foyer. C'est très original la manière dont tu présentes les combats féministes. C'est qu'au lieu de les présenter comme des combats libérateurs, finalement, là, tu es en train de nous expliquer qu'ils ne sont non seulement pas libérateurs, mais qu'ils sont surtout une perte d'autonomie pour les femmes et pour les foyers. Donc en fait, avec cet éloignement du foyer purement physique et ces rythmes imposés, la possibilité de faire des choses soi-même diminue largement. Donc on a recours à encore plus de travail salarié, notamment par des femmes, pour effectuer toutes les tâches qu'on faisait soi-même en autonomie, donc le soin des enfants, mais aussi toutes les tâches domestiques par exemple. Et cette pensée féministe, elle influence aussi quelque chose d'autre, qui est une certaine ambiance, qui est le fait qu'on discrédite aussi tout ce travail domestique et toute cette sphère privée, qui permettait aussi de créer des liens entre les familles, parce que les femmes qui étaient donc au foyer, soit simplement dédiées à l'éducation de leurs enfants, mais aussi avec des métiers qui se pratiquaient au foyer, elles pouvaient entretenir toute une sphère d'entraide qui favorisait l'autonomie donc de la famille et aussi de la communauté. Et par ailleurs, en fait, tout simplement, on n'a plus le temps, on n'a plus la possibilité de faire soi-même ses conserves, ses repas à la maison, sa lessive, etc., etc. Mais en plus, on n'en a pas envie parce que avec
toute cette littérature féministe, on considère que tous ces travaux-là sont un esclavage, justement, et pas du tout une libération. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on va perdre en autonomie en oubliant tous ces tâches domestiques, en les discréditant et en se jetant le plus vite qu'on peut acheter des plats préparés chez Picard. Tout à fait, c'est cette fausse idée de l'autonomie là qu'on a vu en pleine œuvre au moment de ces gilets jaunes. Et donc je vais revenir sur ce terme dont bloque tout, qui est un peu notre fil rouge avant qu'on parte sur vraiment comment faire pour retrouver son autonomie. Je vais clôturer cette première partie d'émission sur ce mot d'ordre politique, ce mot d'ordre symbole de réalité, puisque quand on bloque les flux, c'est cette mondialisation des échanges, cette financiarisation, quand on bloque les réseaux d'énergie, bancaire, d'éducation, de savoir et de tout ce qui est d'ordre des denrées alimentaires. Et c'est bien tout le drame de cette manifestation des Gilets jaunes, c'est qu'elle ne pouvait aboutir parce que le mot d'ordre était inapplicable. Tout simplement parce que les sacrifices que ça nécessite, les complications pratiques, logistiques, matérielles, que va impliquer un blocage, ne serait-ce que partiel, ne serait-ce qu'un blocage des banques, ne serait-ce qu'un blocage purement logistique, c'est trop coûteux. C'est trop coûteux pour les gens. Et c'est trop risqué. Puisque dans l'état de dépendance totale dans lequel on est, ça peut même coûter la vie des gens. Problème d'approvisionnement de médicaments, genre un camion de médoc qui est bloqué, et c'est une zone de 1 heure autour de l'hôpital le plus proche qui est en danger, avec des personnes âgées, des nourrissons qui sont en danger s'ils n'ont pas des soins immédiatement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas vu le fameux blocage de Rungis qui était clairement appelé à être fait. C'est que même là, sur le côté alimentaire, il y a eu cette prise de conscience, je pense, presque non dite, de se dire, en fait, on est esclave. De fait, il y avait eu plusieurs propositions plus isolées, avec des actions isolées comme ça, avec blocage des ports. Il y a eu plusieurs fois, c'est pas la première fois qu'on l'entend, une proposition d'enlever, de tous enlever notre épargne, de nos livrets A, de nos différents livrets d'épargne, etc. Retirer notre argent des banques. Des mots de cet ordre-là. Mais même ça, en fait, la plupart des gens ne sont pas en mesure de faire ça parce que si effondrement bancaire il y a, ils ne mangent plus. Qui a plus de, mettons 100 € d'argent liquide chez lui à disposition là maintenant quand il nous écoute? C'est bien la question. Et qui a de quoi de tenir en nourriture plus d'une semaine? Et encore, dans certaines zones urbaines, quand on a un Monoprix ouvert 24/24 en bas de chez soi, j'irai quelques heures. Vous êtes là, c'est un peu taquin, Anne. Mais en tout cas, du coup, pour résumer ce que tu dis, on bloque tout. C'était un mot d'ordre qui pouvait devenir une véritable source de révolution, une véritable arme révolutionnaire, mais qui, en l'état, était inapplicable et inefficace. Et alors, du coup, il est peut-être temps de prendre les choses dans le sens inverse, c'est-à-dire retrouver son autonomie pour pouvoir mettre en œuvre ces mots d'ordre politiques. C'est-à-dire que l'autonomie n'a pas en tant que telle une dimension politique, mais elle est la condition sine qua non qui va permettre de mettre en marche la révolution tant souhaitée, révolution entre guillemets, qui n'est pas de faire un tour sur soi-même, mais au contraire de renverser définitivement une situation donnée. Et ce renversement ne sera possible que si on acquiert l'autonomie, une autonomie réelle et complète. Et là, on a un travail de fond à faire pour que la prochaine fois soit la bonne.